Donc, comme je ne peux pas démarrer ma vidéo, est-ce que, Isabelle, tu peux me confirmer que tout le monde m'entend bien? Oui, on t'entend très bien, Manon. Excellent. Bien, vous allez devoir vous passer de ma magnifique image, mais je pense que c'est bien correct aussi. Il y a un petit souci technique là, et c'est pas grave du tout. Je suis Manon Champagne, je suis vice-rectrice à l'enseignement, à la recherche et à la création. Je suis vraiment très, très heureuse de m'adresser à vous cet après-midi dans le cadre de ce webinaire portant sur la recherche en agriculture. C'est vraiment un honneur pour moi là, de pouvoir participer à l'ouverture de ce webinaire. Comme vous le savez très bien, il sera question de 5 projets de recherche en lien avec le développement éco-responsable de l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue. Par son centre du Témiscamingue, l'UQAT bénéficie d'un environnement privilégié pour ses activités d'enseignement et de recherche en agriculture. Alors, vous vous rappellerez peut-être que l'an dernier, nous avons souligné les 10 ans de recherche en agriculture à l'UQAT et les différentes facettes des études et des travaux de recherche en agriculture réalisés au cours de la dernière décennie ont été mis de l'avant. Il s'agit de projets indispensables pour les agricultrices et les agriculteurs d'ici et d'ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, vous êtes chanceux, 5 chercheuses et chercheurs de l'Unité de recherche et de développement en agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue, qu'on préfère nommer URDAT, c'est plus court. Alors, 5 chercheuses et chercheurs de l'URDAT vous partageront leurs projets, mais surtout leur passion. Il s'agit de projets centrés sur notre vaste territoire régional, un terrain qui est particulièrement fertile pour le développement de modèles agricoles et agroforestiers durables. Alors, je vous laisse les découvrir. Je vous remercie de votre présence cet après-midi. Je vous souhaite très sincèrement un webinaire des plus enrichissants. Je dois vous avouer que je préférerais vraiment passer mon après-midi. Alors voilà, ça a fonctionné. Vous allez au moins savoir à quoi je ressemble. Je préférerais passer l'après-midi avec vous puis entendre parler de ces projets-là, mais mon horaire ne me le permettant pas, je vais devoir m'éclipser. Mais je suis certaine que vous en ressortirez grandement enrichis. Alors, à tous, à toutes, un très bon webinaire. Merci à ceux qui l'ont organisé. Profitez-en au maximum et puis au plaisir de vous reparler, revoir dans d'autres occasions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manon, pour l'introduction. Donc, ça me fait réellement plaisir d'ouvrir le webinaire avec une première présentation. Donc, le projet que je vais vous présenter s'intitule « Services écosystémiques en grande culture biologique ». Quel potentiel dans les régions périphériques. Alors, mon nom est Vincent Poirier, je suis professeur en sciences du sol à l'URDAT et directeur scientifique aussi de l'unité de recherche. Alors, sans plus attendre, on commence. Peut-être une petite mise en contexte. D'abord, l'agriculture biologique a été identifiée comme un pôle d'excellence par la MRC de Témiscamingue dans les dernières années, donc à un point tel que ça en fait un pivot, un élément de développement très fort ici dans la région. Et donc, il y a un sondage qui a été réalisé dans les dernières années auprès de plusieurs entreprises en grande culture en Abitibi-Témiscamingue, pas seulement en grande culture bio, mais donc entre autres, et ça nous a permis de dresser un portrait. Donc, tout ça, ça a été réalisé dans les années passées. Donc, et l'objectif à l'issue de ça, c'était de cibler les enjeux scientifiques puis le manque de connaissances techniques dans notre contexte pédoclimatique. Parce qu'on sait, avec les échanges qu'on a sur le terrain, que les recettes qui sont applicables au sud du Québec ne le sont pas toujours dans notre région, que ce soit en Abitibi ou au Témiscamingue. Donc, à l'issue de cette démarche-là, on a pu ensuite valider, analyser les résultats du sondage pour identifier des priorités de recherche. Et donc, en 2022, il y a eu un appel à projet du Fonds de recherche du Québec Nature et technologie
auquel on a postulé et sur lequel, donc, on a fondé un grand projet qui cible les priorités qui ont été identifiées par le milieu. Donc, l'organisme subventionnaire a trouvé que c'était une bonne idée et on a donc obtenu la subvention. Donc, vous comprendrez bien sûr que moi, je suis ici là, devant le micro à vous présenter tout ça, mais il y a toute une équipe, là, bien sûr, qui est derrière moi. Donc, dans le milieu académique, vous voyez là, plusieurs noms à l'écran avec des expertises différentes. Donc, Étienne Hiergeau à l'INRS, Pierre-Luc Chagnon, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Jérôme Duprat à l'Université du Québec en Outaouais, Stéphanie Lavergne ici à l'UQAT en Grande Culture Bio, Catherine Terrien aussi dans l'équipe en agroéconomie, Dominique Gravel à l'Université de Sherbrooke, Annie Desrochers à l'UQAT, David Rivet à l'Université du Québec en Outaouais, moi-même ici devant vous et Tania Enda à l'Université du Québec à Montréal. Il y a aussi deux autres personnes qui s'ajoutent à l'équipe comme collaboratrices, Caroline Halde à l'Université Laval et Jacinthe Masse à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Donc, une équipe académique très riche, très complète et c'est ce qui était très important pour moi de concevoir un projet avec une vision holistique. Donc, non pas uniquement centré sur le sol ou les cultures, mais avec une vision comme vous le voyez, même de nature économique, agroéconomique. Il y a bien sûr une équipe du milieu utilisateur qui est aussi très vaste. On a 8 productrices et producteurs agricoles, 5 agronomes, des agroéconomistes, un agent de développement, un agent de recherche aussi. Et ça, ce sont les gens qui ont participé à l'idéation du projet en amont. Ça n'inclut pas les producteurs et productrices qui vont participer aux activités dans le cadre du projet. Donc, toutes ces personnes ont été amenés à participer à la conception du projet, puis ou vont être amenés aussi dans les années à venir là, à y participer. Donc, une très grande équipe, puis dont je suis très fier, là, je dois l'avouer. Alors, bon, le service écosystémique fait partie du titre. Alors là, vous allez vous poser la question, mais de quel type de service on parle? Alors, on parle de 3 grandes catégories de services écosystémiques et on va tenter, dans le cadre du projet, de mesurer des choses pour être capable de quantifier ou de mesurer certains de ces services. Donc, en termes de services d'approvisionnement, on va chercher à évaluer la quantité, par exemple, qui est produite par les fourrages, par les grandes cultures, la quantité de grains, mais aussi la qualité de ces produits-là, en termes de teneur en humidité, teneur en protéines des grains, par exemple. Deuxième catégorie, on parle des services de régulation. Donc, régulation du climat, stockage, stabilité, séquestration du carbone dans le sol, dans différentes fractions. Là, vous voyez des acronymes, là, POM, puis MAOM. Ce sont des acronymes pour parler de fraction de la matière organique du sol qui contient du carbone sur différents niveaux de stabilité. Contrôle de l'érosion avec des indicateurs comme la masse volumique apparente, la densité là, qui est un indicateur de la compaction, ainsi de suite, d'autres facteurs qui nous permettent d'évaluer l'état ou le maintien de la fertilité des sols. Et la troisième catégorie, c'est les services qu'on appelle d'habitat et de soutien, donc en lien principalement avec la biodiversité. Donc, biodiversité végétale, on parle de biomasse, de ce qu'on retrouve à la surface du sol, mais aussi dans le sol en termes de racines. Biodiversité des insectes et biodiversité microbienne aussi, donc au niveau de l'ADN qu'on retrouve, les champignons mycorhiziens, donc un projet avec de grandes ambitions, là, si je peux dire, là, en termes de services écosystémiques ciblés. Donc, je vous présente maintenant les grands objectifs. Donc, il y a 5 objectifs, grands objectifs généraux qu'on va tenter d'atteindre dans le cadre du projet.
Le premier, c'est de faire l'état des lieux de différents services dont j'ai parlé précédemment, en fonction de divers usages des terres. Un peu comme pour faire un état des lieux, pour être capable de se positionner. On centre le projet autour des grandes cultures biologiques, mais à quoi on se compare par rapport à d'autres types d'agroécosystèmes, par rapport à des écosystèmes non perturbés aussi. Donc, c'est un peu ça l'idée de ce premier objectif-là. Le deuxième objectif, l'idée principale, c'est d'optimiser un système de grande culture bio qui est actuellement en production. Donc, on va essayer de voir comment on peut améliorer le système pour produire davantage de services, puis mieux lutter contre les mauvaises herbes, par exemple. Et le troisième objectif, c'est donc de démarrer un nouveau système à partir d'une terre qui est présentement en friche. Donc, à partir d'une friche herbacée, comment la remettre en production avec différents modèles agricoles et agroforestiers. De manière transversale, on va chercher à évaluer la rentabilité des différentes pratiques à l'essai, puis de quantifier la valeur économique aussi des services, à la fois des services marchands et des services non marchands. Comme par exemple le stockage du carbone dans les sols, qu'est-ce que ça peut représenter comme valeur économique? C'est peut-être le meilleur exemple que je pourrais vous donner. Et enfin, on va générer beaucoup de données à travers notre projet et on sait qu'il existe aussi beaucoup de données disponibles sur le territoire, là, réparties à droite, à gauche et dans des bases de données aussi scientifiques, un peu plus dans la littérature. Donc, on va aller chercher à les exploiter, à bonifier ces bases de données-là en focalisant sur la santé des sols et la biodiversité. Alors, c'est à travers 3 grandes expériences, donc 3 dispositifs expérimentaux qu'on va implanter en Abitibi et au Témiscamingue pour répondre à nos 5 objectifs. Donc, bon, dans un premier temps, là, si je vous fais une image, vous voyez mes talents de dessinateur à l'écran. Donc, on a ciblé donc 5 usages des terres et on va chercher à les comparer, comme je vous expliquais, là, en matière de services rendus. Donc, à travers le territoire, on cherche 5 à 8 répétitions de chacun des usages pour avoir une trentaine, quarantaine de sites pour échantillonner les plantes, les racines, les sols, les insectes, puis être capable de quantifier nos services. Dans le cas du deuxième objectif, dès l'an prochain, on implante 2 types de légumineuses, deux systèmes assez différents. Donc, la févrole accompagnée du trèfle blanc et le pois sec accompagné du trèfle blanc. Le pois sec est une culture qu'on peut récolter pour le grain, donc il y a une valeur marchande. La févrole va être plutôt utilisée comme engrais vert, donc on ne va pas la récolter. Donc, on a déjà là un contraste au niveau économique, puis on se pose la question à savoir quel impact ces plantes-là vont avoir sur la rentabilité, la productivité et la qualité du blé qui sera produit donc l'année suivante selon différentes modalités. Là. Le traitement blé 1, c'est vraiment le témoin avec rien d'autre, aucune fertilisation organique. Puis le blé 4, ben, c'est le contraste là, avec 2 cultures de couverture, une fertilisation organique ajoutée en appui. Donc ça, c'est notre deuxième objectif. Puis on va vouloir savoir aussi qu'est-ce qu'il y en est de la biodiversité, des mauvaises herbes et ainsi de suite. Et donc ça va être répété sur 3 fermes. Et en 3 répétitions, donc on va avoir un total de 9 répétitions. Et enfin, le troisième dispositif expérimental, c'est la remise en production d'une friche herbacée. Donc, on parle d'une parcelle de terre qui n'a pas été cultivée depuis plusieurs années, dans laquelle la végétation naturelle a repris, des plantes herbacées, quelques arbustes. Je vous dirais que l'arbuste le plus haut fait peut-être un maximum de 6 pieds, des diamètres relativement petits. Donc, on n'est pas dans une reprise de la forêt en tant que telle. Donc, on va la remettre en culture et on va tester différents types de modèles. Donc là, vous voyez à l'écran
plein de couleurs et de petits carrés donc, apparaître. Alors, je vous guide rapidement là, à travers tout ça. Donc, ce qui est encadré en rouge, c'est ce qu'on appelle des systèmes agroforestiers. Et ce qui est encadré en rouge à ligne pleine, si je pourrais dire, puis en rouge à ligne pointillée, ben, c'est des systèmes agricoles un peu plus conventionnels. Donc, autant dans les parcelles agroforestières que dans les parcelles agricoles, on va tester le même type de culture et de rotation de culture. Dans les haies, on va implanter différentes espèces. On va tenter de voir est-ce que deux types de paillis peuvent avoir un impact. On a des parcelles témoins, donc on a laissé intactes, non drainées, non cultivées pour avoir un scénario de référence. Et donc, tout ça, ça va se passer sur une parcelle d'environ 4 hectares de terre à la Verlechère. Les travaux ont commencé l'été dernier là, pour ce qui est du drainage, débroussaillage, chaulage et ainsi de suite. Dernier petit détail sur cette figure. Le 1A, ce serait le scénario le plus simple. Donc, on parle habituellement ce qu'il ne faut pas faire, là, une monoculture d'avoine en continu. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle en science le témoin négatif. Et le 4B en milieu agroforestier, c'est le système où la rotation est la plus complexe avec une grande diversité d'espèces, des arbres, puis donc là où on pense qu'on va faire des gains en termes de services. Donc, à travers tout ça, ben, on va, comme je vous disais plus tôt, là, évaluer les coûts, les marges, la valeur économique des services rendus par les différentes pratiques testées et étudiées. Et puis, on va mettre en valeur les données existantes. Et donc, c'était difficile pour moi d'illustrer ces deux objectifs-là, mais j'ai choisi cette figure-là qui montre le gain, donc, en rusticité dans les dernières années. Donc, sur la figure de gauche, vous voyez la rusticité 61-90 et sur la figure de droite, celle un peu plus récente. Et donc, on peut penser qu'il y a encore des gains là, qui ont été faits parce que ça date de 2010, ça fait déjà plus de 13 ans. Donc, on a fait un gain de 2 niveaux de rusticité dans la région. Donc, il y a vraiment, selon moi, beaucoup de potentiel de développement, mais encore faut-il être capable de le faire et de l'exploiter, ce potentiel-là, de la manière la plus durable et la plus éco-responsable possible. Évidemment, tout ça, bien, ça ne se fait pas seul, hein, bien sûr. Donc, à travers ce projet-là, en matière de formation, il va y avoir 5 thèses de doctorat selon une approche transversale où tous et toutes travaillent ensemble. Donc, c'était vraiment la philosophie de l'équipe, de faire en sorte que les étudiantes et les étudiants puissent s'entraider et bénéficier là, des efforts de tous et chacun. Alors, de manière schématisée, là, bon, il y a des petites modifications, bien sûr, à travers tout ça, mais il y aura donc une thèse de doctorat en termes de santé des sols qui va être faite par Sandy à l'UQAT, une personne sur la biodiversité qui demeure à recruter, une personne, Amy, qui va travailler sur le microbiome, Thierry qui va travailler en agroéconomie et Maëfa qui va traiter des questions de modélisation agroécologique. Donc, à venir, à travers tout ça, ben, la suite puis le début de certains travaux à travers le territoire là, dès l'été prochain. Je rappelle que les dispositifs sont répartis à la fois en Abitibi et au Témiscamingue. Ça, c'est bien important parce que c'est très important pour moi aussi d'avoir une représentativité à l'échelle de l'ensemble du territoire. On continue à recruter. L'équipe n'est pas tout à fait complétée, donc il y a possibilité là, d'accueillir davantage de stagiaires. On réfléchit à la possibilité d'embaucher des stagiaires postdoctoraux, peut-être développer une thèse de plus que ce qu'on avait initialement pensé, parce que, comme vous avez pu le voir, le projet est assez ambitieux. Ben, les résultats, éventuellement, on va avoir des activités de diffusion là,
comme bien au-delà des frontières de l'Abitibi-Témiscamingue. Peut-être un autre webinaire à venir là, dans les prochaines années pour partager les premiers résultats du projet. Et puis, éventuellement, à plus long terme, pour moi, il y a une vision bien au-delà de ce projet-là d'une durée de 4 ans qui va permettre de suivre à long terme, là, dans le cadre du dispositif où on a remis une terre en friche en production. Donc, ça nous offre vraiment un potentiel de faire des suivis expérimentaux à long terme. Et ça, c'est ça a une valeur très, très importante dans le domaine de la recherche scientifique. Alors, sur ce, j'ai terminé. Alors, si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Il y aurait une question pour toi, Vincent, en fait. Est-ce que c'est prévu, en fait, que des essais soient réalisés dans d'autres régions périphériques que l'Abitibi-Témiscamingue? C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Dans un premier temps, non. L'Abitibi-Témiscamingue est une région très, très grande. Donc, on a eu l'idée de cibler une diversité de paysages à l'intérieur de la région pour s'assurer d'avoir une représentativité régionale. L'idée, ça va être après ça de rayonner au-delà des frontières. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaite faire vraiment avec la diffusion des résultats, avec les activités de diffusion. Puis, qui sait peut-être de servir de pilote pour le développement d'autres types de projets similaires, là, avec une approche de co-création comme celle qu'on a utilisée, concertation avec les gens du milieu, tout ça. Donc, si le projet pouvait servir de modèle pour d'autres régions, ça serait le souhait. Donc, voilà. Parfait. C'est super intéressant, la conversion de la friche pour la production. Est-ce que ça va être possible pour les producteurs, les intervenants de la région de venir visiter le site? Oui, ça va être possible de le faire. Il va y avoir éventuellement des journées terrain d'organiser ou des demi-journées là, où on va pouvoir donc présenter le dispositif, les différents essais, tout ça. Donc oui, ça va être possible de le faire. Pas l'été prochain, par contre, mais possiblement un peu plus vers la fin du projet. Là. Donc, restez attentifs dans les prochaines années. Bien, merci beaucoup pour les questions. Merci à tout le monde. Alors, je vais me faire modérateur pour le reste de cette session-ci. Alors, notre prochaine présentation a pour titre le rôle de la diversité et de la fonctionnalité du microbiome des agroécosystèmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, elle va nous être présentée par Mme Amy L'Espérance, qui est étudiante au doctorat en biologie à l'INRS sous la direction d'Étienne Hiergeau et de moi-même comme co-directeur. Alors, Amy, la parole est à toi. Donc, bonjour, mon nom est Émile Espérance et aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de doctorat que j'ai entamé cette année. Donc, mon projet a pour titre « Le rôle de la diversité du microbiome des agroécosystèmes de l'Abitibi-Témiscamingue ». Donc, au Québec et au Canada, les répercussions des changements climatiques se font sentir et vont se manifester sous plusieurs formes. Par exemple, elles peuvent se manifester sous forme d'événements climatiques extrêmes, comme l'ouragan Fiona qui a frappé le Canada Atlantique ainsi qu'une partie du Québec en septembre dernier. De plus, les répercussions peuvent se manifester sous forme moins évidente, comme la perte de biodiversité végétale et animale. Finalement, d'un point de vue agricole, les changements climatiques sont aussi une menace pour la sécurité alimentaire mondiale. Donc, en plus de la perte de biodiversité végétale et animale, les changements climatiques vont aussi causer des pertes ainsi que des changements dans la composition des communautés microbiennes du sol. En fait, ça nous pousse à se questionner sur le rôle des micro-organismes dans les différents services écosystémiques rendus. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce que cette perte de biodiversité microbienne va occasionner un changement des capacités fonctionnelles des écosystèmes? En fait, c'est une question qui mérite d'être posée et qui doit être répondue afin de préserver les bienfaits des agroécosystèmes ainsi que le rendement agricole.
La région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une très grande région qui est encore peu exploitée d'un point de vue agricole. En fait, elle possède une superficie agricole de 633 000 hectares, ce qui est très peu en comparaison à la superficie totale du territoire. De plus, dû au changement climatique, les températures augmentent, ce qui rend cette région encore plus favorable à l'agriculture ainsi qu'à l'implantation de grandes cultures agricoles. En fait, le microbiome du sol va désigner la communauté de micro-organismes qui sont présents dans cet écosystème. Celui-ci a plusieurs rôles indispensables, notamment dans les cycles biogéochimiques, dans la santé et fertilité des sols, dans le maintien d'une croissance végétale, ainsi que dans la régénération des nutriments et des éléments essentiels à la vie. Donc, comme on peut voir dans la figure ci-dessous, le sol, c'est un environnement qui est très hétérogène puisqu'il va abriter des micro-environnements qui, eux, possèdent tous des conditions abiotiques très diversifiées. Donc, on peut voir ici les micro-environnements créés à partir des agrégats ou bien la rhizosphère, qui est en fait le sol qui entoure les racines. Donc, comme je l'ai dit, le sol renferme une grande quantité de micro-organismes, puis ceux-ci sont presque tous des protagonistes dans les différents services écosystémiques rendus. Par contre, l'étude de ces différents services est difficile puisque les principaux acteurs de ces services ne sont pas connus ou ne sont pas bien définis dû à la grande diversité biologique de micro-organismes dans le sol. De plus, il y a même des micro-organismes qui sont capables d'effectuer un processus de la même façon qu'un autre micro-organisme dans les mêmes conditions environnementales. En fait, ce concept se nomme la redondance fonctionnelle et ça complique grandement notre compréhension du microbiome du sol et de son fonctionnement. Maintenant, le cycle de l'azote, en fait, c'est un cycle biogéochimique qui est essentiel pour toute forme de vie sur Terre, puisqu'en fait, l'azote, c'est un des principaux composants de plusieurs molécules biologiques telles que l'ADN et la chlorophylle. En fait, le cycle de l'azote, c'est un cycle qui renferme énormément de réactions biochimiques qui, elles, sont presque tous médiées par les micro-organismes du sol. De plus, en agriculture, on se concentre principalement sur la partie inorganique du cycle de l'azote, dû au concept qui stipule que l'ammonium et le nitrate sont les deux sources assimilables les plus abondantes et disponibles pour les plantes agricoles. Par contre, pour mon projet de doctorat, on va se concentrer plus sur la partie organique du cycle de l'azote. En fait, il y a environ de 80 à 90 % de l'azote dans le sol qui est d'origine organique. Puis quand je dis d'origine organique, ça veut dire l'azote qui a été incorporé sous forme de biomasse, principalement sous forme de protéines, chitine et peptidoglycane, qui est contenu dans la matière organique morte du sol. Par contre, ces molécules à haut poids moléculaire ne peuvent pas être directement utilisées par les micro-organismes ainsi que les plantes. Ils doivent donc être brisés en plus petites molécules afin de pouvoir être assimilés. Ce processus se nomme la dépolymérisation et ça consiste en fait à l'altération chimique de la matière organique qui est médiée par les micro-organismes du sol via leurs enzymes extracellulaires, donc leurs exoenzymes. En fait, la dépolymérisation se retrouve dans le grand processus qui est la décomposition. Donc, la décomposition, c'est un processus qui est composé de plusieurs mécanismes physiques, biologiques et chimiques. Donc, premièrement, la matière organique morte va être fragmentée physiquement, principalement par les insectes. Puis par la suite, la matière fragmentée va être altérée chimiquement par les micro-organismes du sol, donc va être dépolymérisée. Donc, les produits finaux de la décomposition, c'est des formes assimilables d'azote pour les micro-organismes et pour les plantes. Donc, dans cet ordre d'idée, l'hypothèse principale de mon projet de doctorat, c'est que la diversité du microbiome des agroécosystèmes augmente la diversité fonctionnelle des gènes reliés à la dépolymérisation des polymères azotés. Donc, l'objectif général de mon projet va être de déterminer les différences microbiennes taxonomiques et fonctionnelles des agroécosystèmes de l'Abitibi-Témiscamingue et entre les différentes pratiques agricoles afin d'améliorer la répartition de l'azote dans le sol afin de prioriser les plantes. J'ai donc décidé de diviser mon projet de doctorat en 3 objectifs spécifiques. Donc, le premier objectif a pour but de déterminer si les communautés microbiennes fonctionnellement diversifiées augmente la capacité enzymatique de dépolymérisation.
Le deuxième objectif va être de déterminer si les changements de diversité microbienne lors de rotation de culture augmentent la capacité de dépolymérisation du microbiome ainsi que la qualité des grains de blé. Finalement, mon troisième et dernier objectif va avoir pour but de déterminer les différences de diversité microbienne et fonctionnelle des 5 écosystèmes qui sont présents en Abitibi-Témiscamingue. Donc, mon premier objectif va nous permettre de déterminer si une plus grande diversité microbienne augmente la capacité enzymatique de la communauté. Il va aussi nous permettre de caractériser le mécanisme de dépolymérisation. Je vais donc effectuer une expérience en pot où je vais inoculer du sol synthétique, de la nécromasse microbienne qui va agir ici comme matière organique morte. Et je vais aussi inoculer des communautés microbiennes provenant de sols agricoles et de sols forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vais aussi moduler la diversité des différentes communautés en utilisant la technique de dilution jusqu'à l'extinction. Donc, plus les communautés vont être diluées, alors plus la diversité de ces communautés va diminuer. Je vais aussi effectuer 4 contrôles et je vais répéter le tout 5 fois pour un total de 60 pots. Par la suite, après quelques semaines d'incubation, je vais échantillonner chacun de mes pots et je vais déterminer les capacités de dépolymérisation de chacune des communautés. Donc, afin d'effectuer cet objectif, la première étape, c'est de créer un sol synthétique afin de limiter la présence de micro-organismes et d'enzymes extracellulaires qui se trouvent naturellement dans les sols naturels. Je vais donc créer un sol synthétique à partir de kaolinite et de bentonite, qui sont 2 argiles commerciales. Puis, à la suite d'une étape d'agitation, de sonication et de centrifugation, vous pouvez voir ici le précipité qui s'est formé, donc la partie grise, c'est ce que je vais récolter pour créer mon sol synthétique. Par la suite, je vais ajouter au précipité du sable qui est en fait du quartz pur et ça va, après avoir été séché, donner cette consistance-là. Donc, on peut voir déjà les agrégats formés avec l'argile dans cette photo-ci. Et finalement, on va ajouter de l'acide humique pour mimer le carbone organique du sol. Et après réhydratation, le sol ressemble à ceci, comme vous pouvez voir dans la figure. Par la suite, afin de produire la nécromasse microbienne qui, on se rappelle bien, agit ici comme matière organique à dépolymériser, j'ai cultivé 2 micro-organismes qui sont naturellement présents dans les sols, puis je vais les tuer par autoclavage. Donc ici, on peut voir dans les photos les 2 micro-organismes que je suis en train de cultiver actuellement, soit Bacillus et Penicillium. Et j'ai décidé d'utiliser ces 2 micro-organismes pour mimer le plus la réalité dans un sol naturel. Donc, comme je l'ai dit, après quelques semaines, je vais récolter les sols de chacun de mes échantillons et je vais effectuer 3 dosages enzymatiques afin de mesurer l'activité potentielle des enzymes qui sont connues pour dépolymériser la matière organique. Donc, les 3 enzymes que je vais mesurer vont être les protéases qui, elles, vont dépolymériser les protéines. Je vais aussi quantifier les chitinases qui, elles, dégradent la chitine. La chitine, c'est l'un des principaux composants des parois des cellules fongiques. Et finalement, je vais aussi quantifier les désaminases qui, elles, permettent la dépolymérisation des acides aminés. Donc, comme je l'ai dit, ces 3 exoenzymes permettent la dépolymérisation et donc, ça va permettre ultimement de relâcher de l'azote d'origine organique dans les sols. Par la suite, afin de confirmer que la diversité des communautés microbiennes a bel et bien été modulée à l'aide de la technique de dilution jusqu'à l'extinction, je vais extraire l'ADN total de mes sols et je vais séquencer l'ADN total afin de définir les communautés archéennes, fongiques et bactériennes. Cette étape-ci va nous permettre de définir quels micro-organismes sont bel et bien présents dans chacun de mes échantillons afin de définir la diversité de chacun de ceux-ci. De plus, afin de quantifier la présence de différents gènes qui codent pour des enzymes de dépolymérisation, je vais effectuer des PCR quantitatives en ciblant des gènes qui sont connus dans la littérature pour coder pour des exoenzymes. Ça va être une étape qui va me permettre de déterminer si les communautés plus diversifiées possèdent un meilleur potentiel de dépolymérisation.
Par contre, un meilleur potentiel de dépolymérisation, ce n'est pas nécessairement synonyme de meilleure dépolymérisation. En fait, je vais donc extraire l'ARN total ici et effectuer des RT-qPCR en ciblant les mêmes gènes qu'à l'étape précédente. Puis cette étape-là va me permettre de déterminer la quantité de gènes qui est exprimée, donc les gènes qui sont actifs dans mes échantillons. Maintenant, pour mon deuxième objectif, si on se rappelle bien, mon deuxième objectif avait pour but de déterminer si les changements microbiens lors de rotation de culture augmentent la capacité de dépolymérisation du microbiome ainsi que la qualité des grains de blé. Cet objectif-là va nous permettre de déterminer si les rotations de culture, la fertilisation et les cultures de couverture augmentent la capacité enzymatique du sol. Et ça va aussi nous permettre de déterminer si une augmentation de la dépolymérisation résulte en une augmentation de la qualité des grains de blé récoltés. Je vais donc effectuer une expérience au champ cette fois-ci en Abitibi-Témiscamingue, puis c'est une expérience qui va être échelonnée sur 2 ans. Donc, à l'été 2023, 3 blocs vont être divisés en split plots et vont accueillir différentes cultures de couverture. Par la suite, à l'été 2024, les mêmes parcelles vont être divisées cette fois-ci en split plot afin d'accueillir 4 modalités de blé, soit un blé seul, du blé avec fertilisant, du blé avec fertilisant et une culture de couverture, et du blé fertilisant et 2 cultures de couverture. Le tout va être répliqué 3 fois par ferme et va être implanté sur 3 fermes à travers la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, à chaque année, les parcelles vont être échantillonnées au début ainsi qu'à la fin de la saison de croissance. Donc, on va récolter le sol éloigné ainsi que le sol provenant de la rhizosphère qui est en fait le sol entourant les racines de la plante. De plus, à la fin de la saison de l'été 2024, on va aussi récolter les grains de blé de chacune des parcelles afin de déterminer les indices de qualité de ceux-ci. Donc, comme lors de l'objectif 1, l'ADN total de mes échantillons, donc du sol éloigné et de la rhizosphère, va être extrait et séquencé afin de déterminer la composition du microbiome de chacun de mes échantillons. De plus, je vais encore une fois effectuer des PCR quantitatives afin de quantifier la présence de gènes de production d'exoenzymes permettant la dépolymérisation. Finalement, on va encore une fois extraire l'ARN total de mes échantillons et je vais effectuer des RT-qPCR pour déterminer la quantité de gènes de production d'exoenzymes qui sont actifs. Encore une fois, je vais effectuer le dosage enzymatique des protéases, chitinases et des aminases, mais je vais ajouter un autre exoenzyme à quantifier, soit la bêta-glucosidase. En fait, la bêta-glucosidase, c'est une exoenzyme qui va dépolymériser la nécromase végétale. Et dans le cas de cet objectif, c'est très intéressant de mesurer son activité puisqu'il va y avoir présence de nécromase végétale due aux cultures de couverture et aux cultures de rotation. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, à la fin de la saison 2024, les grains de blé vont être récoltés et ceux-ci vont être envoyés à des collaborateurs afin d'évaluer la qualité de ceux-ci. Donc, les différents indices de qualité de grains de blé vont nous permettre de déterminer la qualité de la farine qui est produite à partir des grains de chacune des parcelles. Donc, en résumé, ça va aussi nous permettre de déterminer si une grande capacité de dépolymérisation résulte en une meilleure production agricole. Donc, finalement, mon troisième et dernier objectif va nous permettre d'étudier les 5 principaux écosystèmes de l'Abitibi-Témiscamingue afin de déterminer si le type d'écosystème a un impact sur la diversité du microbiome et sur sa capacité à dépolymériser la matière organique. Je vais donc étudier 5 écosystèmes, soit le champ d'agriculture conventionnelle, la prairie, la forêt, la friche, ainsi que les champs d'agriculture biologique. Pour chacun de ces différents écosystèmes, il va y avoir 7 sites qui vont être choisis afin de créer un plan expérimental de 35 unités qui sont distancées à plus de 100 mètres l'une d'entre elles. Je vais échantillonner les différents écosystèmes et on va utiliser la méthode d'échantillonnage par transect. Donc, on va dresser un transect à travers l'écosystème et on va dresser aussi 5 cadrats de 1 mètre carré
et c'est à cet endroit que le sol éloigné va être échantillonné. Finalement, comme lors de mes 2 premiers objectifs, on va caractériser le microbiome des échantillons en faisant l'extraction d'ADN puis le séquençage par amplicon. On va encore une fois effectuer des PCR quantitatives afin de quantifier la présence de gènes de production d'exoenzymes. Encore une fois, on va extraire l'ARN total de mes sols et effectuer les RTQ-PCR afin de quantifier l'expression génique des gènes de production d'exoenzymes. Encore une fois, on va effectuer le dosage enzymatique des protéases, chitinases et des désaminases. Et on ne va pas oublier, encore une fois, la bêta-glucosidase, puisque dans cet objectif, il y a encore une fois présence de nécromasse végétale. Finalement, en plus des différentes analyses de roustine que je viens de vous énumérer, le profil physiologique des communautés microbiennes des différents écosystèmes vont être déterminés à l'aide d'analyses métaboliques qui vont être spécifiques à l'utilisation d'azote et d'azote peptidique. En fait, cette étape va nous permettre d'observer s'il existe des différences entre les phénotypes des communautés microbiennes qui sont issues des 5 écosystèmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, en conclusion, ce projet de thèse est seulement au début, mais celui-ci nous permettrait ultimement de démystifier le lien entre la diversité et la dépolymérisation des polymères azotés. De plus, la compréhension de ce lien pourrait permettre la prédiction des services écosystémiques rendus par les agroécosystèmes. À plus grande échelle, ce projet s'insère dans un plus gros projet de grande envergure qui nous permettrait à nous et aux régions périphériques de favoriser une agriculture biologique et durable. De plus, ultimement, la création de grandes cultures biologiques au Québec pourrait assurer la sécurité alimentaire des Québécois et des Québécoises tout en préservant les bienfaits des agroécosystèmes. Finalement, j'aimerais prendre le temps de remercier tous mes collègues du laboratoire Micolabs, de mes directeurs de recherche, professeur Hiergeau et professeur Poirier, et finalement à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Amy. Vraiment un très beau projet. Je voudrais vous dire là, aux spectateurs, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat et comme ça, Amy va pouvoir ouvrir son micro et y répondre. Alors, j'inviterai les gens qui ont des questions à poser à le faire maintenant. Déjà une première question. En fait, Amy, félicitations pour ta présentation. On voulait savoir, est-ce que, selon toi, un microbiome plus diversifié dans le sol pourrait faire en sorte que la qualité des grains va être meilleure? Merci. Donc, en fait, c'est ce qu'on va aller vérifier avec mon projet de doctorat. Donc, personnellement, je pense que oui, mais c'est énormément... comment on peut dire? On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le sol dû justement à la grande quantité de micro-organismes. Puis surtout, dans le sol, il y a aussi des micro-organismes qui ne sont pas actifs. Donc, ça va être... Je vais peut-être potentiellement répondre à cette question lors de mon doctorat. Bien, j'aimerais ça en fait, mais ça reste à se questionner là-dessus. Merci. Il y a une autre question pour toi. En fait, la question serait, est-ce qu'on connaît la différence en fait entre les bons micro-organismes et les mauvais micro-organismes du sol? En fait, ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par bon et mauvais. Donc, il y a beaucoup, les mauvais micro-organismes, on peut associer ça aux pathogènes, par exemple. Ceux-ci sont connus, là, puisqu'on étudie les plantes principalement, mais ils ne sont pas tous connus, puis c'est difficile à caractériser quel micro-organisme est un bon micro-organisme et quel est un mauvais. Donc, en fait, on va aller voir beaucoup plus l'interaction hôte pathogène pour les mauvais micro-organismes, mais il y a beaucoup de micro-organismes qui sont présents dans le sol qu'on ne connaît pas leur interaction avec les plantes, justement. Merci, Amy, pour ta réponse. Il n'y a pas d'autres questions dans la boîte de clavardage. Parfait. Merci beaucoup, Amy. Donc, on va maintenant passer à la prochaine présentation. Alors, le titre, c'est « Développement de la filière des grandes cultures biologiques ».
en Abitibi-Témiscamingue. Et cette présentation, elle va vous être livrée par mes collègues Stéphanie Lavergne, qui est agente de recherche en grande culture biologique, et Catherine Terrien, qui est chargée de projet en agroéconomie. Alors, à vous deux. Merci Vincent pour ta présentation. Comme présenté par Vincent, on va vous parler en fait du développement de la filière des grandes cultures biologiques dans la région, faire un peu une mise à jour du projet, où est-ce qu'on en est rendu actuellement. Vincent l'a bien expliqué dans sa présentation, l'axe de développement des grandes cultures biologiques dans la région, ça vient initialement de la MRC du Témiscamingue qui nous a en fait ouvert la porte vers le projet. Notre projet de recherche, notre projet en fait se repose sur 3 axes qui est la recherche, le réseau de fermes et les études technico-économiques. En ce qui concerne la recherche, Vincent en a parlé tout à l'heure. Donc, en début de mandat, on a envoyé un questionnaire à l'ensemble des producteurs du territoire, qu'ils soient des producteurs biologiques ou conventionnels en grande culture. Le but du questionnaire, en fait, c'était vraiment de brosser le portrait des grandes cultures dans la région. Donc, on voulait savoir quelle culture était cultivée. Donc, est-ce qu'on avait surtout des superficies, par exemple, en avoine? Est-ce qu'on avait de l'orge? En fait, voir aussi la répartition géographique des cultures, voir aussi les différentes pratiques agricoles. Donc, par pratique agricole, on parle de travail de sol, principalement, voir les modes de fertilisation également des cultures. Puis, on s'intéressait aussi à la finalité des cultures. Donc, est-ce que les cultures étaient surtout consommées localement pour la consommation humaine, la consommation animale? On voulait également se servir du questionnaire pour voir l'intérêt des producteurs pour la conversion vers la régie biologique. Donc, on voulait voir leur intérêt, mais également pour les producteurs qui étaient intéressés, c'est quoi en fait qui les motivait à faire la conversion vers la régie biologique. Puis pour les producteurs qui n'étaient pas nécessairement intéressés à faire la conversion vers la régie biologique, de voir les raisons qui faisaient en sorte, en fait, les différents freins à la conversion. Le sondage vous a également permis d'identifier des thématiques de recherche et de transfert technologique, donc de voir dans la région c'était quoi les enjeux de recherche, puis nous donner des idées pour des potentiels projets de recherche. Puis, le questionnaire a servi également d'outil pour les coûts de production qui vont être expliqués par Catherine plus tard dans la présentation. Pour nous aider à interpréter puis à structurer la recherche en grande culture biologique, on a mis en place un comité scientifique. Sur ce comité scientifique, à l'URDAT, on retrouve Vincent Poirier, qui est professeur-chercheur, Caroline Hall de l'Université Laval, des agronomes de la région, une représentante dans l'Ontario qui était inspectrice chez Écossaire au moment de la formation du comité, qui est maintenant chez Nofia, puis des producteurs en grande culture biologique de la région. Donc, notre but avec le comité scientifique, c'était vraiment d'avoir un positionnement des membres de la région sur les enjeux de recherche, les priorités, se prononcer sur la programmation de recherche. Donc, comme Vincent l'a expliqué plus tôt avec le projet du FRQNT, les producteurs et les intervenants du comité scientifique ont eu à se prononcer sur le projet du FRQNT et à venir le bonifier. Donc, c'était vraiment le processus de co-développement qu'on voulait dans le cadre du projet. Pour ce qui est du réseau de ferme, le comité scientifique a permis de mettre les bases du réseau de ferme, ce qu'on voulait en fait comme type de réseau de ferme. On déterminait également les critères de sélection des entreprises participantes. On participait à la sélection du réseau et dans les années à venir, on veut vraiment avoir un échange avec les membres du comité, donc que les membres du comité puissent commenter les divers résultats des projets de recherche, entre autres le projet du FRQNT-RQAD.
Parmi les différents enjeux qui ont été ciblés par le comité scientifique, on retrouve entre autres le développement des systèmes d'engrais verts, le développement de systèmes de culture plus diversifiés. Donc, les producteurs dans la région ont envie d'aller diversifier leur rotation, donc d'aller amener des différentes cultures. L'augmentation des rendements des céréales d'automne a également été identifiée comme enjeu, donc d'amener plus de céréales d'automne dans la rotation pour permettre de diversifier les activités au champ, puis naturellement développer des méthodes de lutte aux mauvaises herbes qui sont adaptées à la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc ici, je vais passer en fait à l'axe du réseau de fermes. Donc, le réseau de fermes a comme objectif, en fait, de former des entrepreneurs, donc des producteurs agricoles dans les systèmes de grande culture biologique. On veut non seulement les former au niveau technique, pratique, mais également avec des indicateurs économiques. Donc, quand on parle de développement durable, on parle vraiment de la durabilité sociale, économique et environnementale. Donc, c'est les trois axes qu'on cherche à développer avec le réseau. Le réseau, comme je l'ai mentionné, ça se base vraiment sur un processus de co-développement. Donc, les producteurs du réseau, mais avec également l'équipe de recherche en place à l'URDAT. Avec le réseau, on veut vraiment mettre en place les bases nécessaires pour bâtir une communauté d'entreprises durables en production biologique. On veut également leur donner des outils qui sont nécessaires pour la conversion vers le biologique, notamment pour les entreprises qui ne sont pas en régie biologique actuellement, mais qui aimeraient faire la conversion. Puis, avec le réseau, puis les divers calculs économiques, on veut être en mesure de déterminer les délais pour atteindre la rentabilité économique lorsqu'on fait la conversion vers les grandes cultures biologiques. Donc, actuellement, le réseau est constitué de 15 entreprises. Donc, on retrouve sur le réseau des entreprises qui ont leur certification biologique, des entreprises qui ont déjà entamé leur conversion et des entreprises qui souhaitent démarrer la conversion biologique dans les prochaines années. Les entreprises sont situées sur l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. C'était vraiment important pour nous d'avoir cette représentativité-là. En ce qui concerne les activités qui ont fait sur le réseau, il va y avoir un essai à la ferme qui va être effectué chaque année. Donc, un premier essai qui va être effectué sur chacune des entreprises à l'été 2023. Le réseau est beaucoup axé sur des activités d'échange avec les producteurs. Donc, on a 3 rencontres de réseautage qui est prévues avec les producteurs. Donc, donc, il y en a déjà 2 qui ont eu lieu cet hiver. Les rencontres de réseautage, ça sert vraiment à amener les producteurs à échanger entre eux. La première rencontre, on a entre autres parlé des réussites, les échecs des producteurs. Donc, qu'est-ce qui a bien fonctionné sur leur entreprise au courant des dernières années, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, puis qu'ils puissent échanger là-dessus. La dernière rencontre de réseautage qu'on a eue avec eux, ils nous ont présenté chacun des essais qu'ils ont effectués sur leur entreprise dans les dernières années. Donc, le but, c'est vraiment d'amener les producteurs à échanger entre eux, puis qu'ils puissent apprendre les uns des autres, puis nous, les accompagner dans ce processus-là. Puis, pour les appuyer dans ce processus-là, on fait également des activités de formation. Donc, une première activité de formation qui a eu lieu en février 2023. Le thème de la formation était l'utilisation des cultures de couverture. Puis, on a une deuxième activité de formation qui est prévue à l'hiver, au printemps 2023, qui va être basée sur les coûts de production et la mise en marché, donc notamment les travaux de Catherine. Puis, en parallèle à ces activités-là, on a un diagnostic de la durabilité des entreprises qui est effectué sur chacune des entreprises. Donc, le diagnostic permet vraiment d'aller
évaluer l'entreprise au niveau de sa durabilité, donc encore une fois, économique, sociale, environnementale. On utilise pour faire ça l'outil qui s'appelle IDEA Québec. C'est un outil qui, au moyen de questionnaires, permet vraiment de brosser le portrait de l'entreprise. Donc, on a un premier entretien qui est une entrevue semi-directive avec un questionnaire. Puis, suivant cet entretien-là, on a un bilan qui est effectué avec les producteurs, puis l'identification de pistes de solutions. Donc, c'est un diagnostic qui est vraiment individuel à chacune des entreprises, mais qui va permettre aux membres du réseau de cibler des enjeux communs à travailler. Donc, le diagnostic est effectué pour la première fois cette année, puis on prévoit le répéter une deuxième fois dans 4 ans. Pour vous donner une idée du diagnostic, donc ici, on a un diagnostic qui a été fait dans le cadre des laboratoires vivants au Lac-Saint-Pierre. Donc, le diagnostic est fait pour être visuel pour les producteurs. Donc, on a vraiment ici la ferme en chiffres. On voit le nombre de personnes qui sont nourries par l'entreprise, les emplois directs qui sont créés par l'entreprise, l'impact de l'entreprise au niveau des pesticides, comment aussi l'entreprise se démarque pour la biodiversité, aussi pour les gaz à effet de serre qui sont générés par l'entreprise. Le diagnostic permet vraiment plus en détail d'aller voir la viabilité économique de l'entreprise, la qualité de vie, la gestion et l'entrepreneuriat, la transmissibilité de l'entreprise, la responsabilité globale de l'entreprise, la vie du territoire et économie locale, puis également les indicateurs environnementaux. Donc, on parle de la protection des sols, de l'eau et de l'air, ainsi que la protection des autres ressources. Donc, on voit que c'est vraiment un diagnostic complet qui mène à des pistes de solutions, donc des pistes d'action qui sont discutées avec le producteur et avec Catherine, en fait, qui est la personne qui fait les diagnostics de durabilité. Donc, les producteurs, chacun sont amenés à identifier des objectifs à atteindre et des solutions pour atteindre les objectifs. Donc, on voit ici l'objectif 2 au niveau de l'environnement, donc poursuivre l'innovation en agro-environnement. Puis, une des actions qui est réalisée par le producteur, c'est en fait de tester l'implantation de cultures, de couverture après la récolte du soya. Donc, c'est vraiment un outil qui va nous permettre, avec les producteurs, de construire et de déterminer un peu les essais qui vont être à venir. Sur ce, je passe la parole à Catherine. Merci Stéphanie. Donc, au niveau des études technico-économiques, la première phase du projet, c'est une phase principalement d'état des lieux. Dans le fond, de 2021 à 2023, là. Ce qu'on voulait faire, c'est d'avoir un portrait de ce qui se fait présentement en Abitibi-Témiscamingue en grande culture bio. Puis, on voulait avoir une idée là, des performances technico-économiques des entreprises actuelles. Pour faire ça, on fait une étude de coût de production par modélisation d'entreprise type. On fait également une étude comparative de l'Abitibi-Témiscamingue puis des autres régions périphériques du Québec. Donc, on se compare au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent puis à l'Outaouais. Puis, ces deux études-là vont nous permettre d'arriver avec un plan stratégique de développement pour les grandes cultures en Abitibi-Témiscamingue. Pour ce qui est de la deuxième phase du projet, 2022-2028, bien là, les études technico-économiques, ils vont vraiment se réaliser en parallèle avec notre réseau de fermes. Donc, comme Stéphanie parlait, là, il y a le diagnostic IDEA Québec où il y a des indicateurs technico-économiques. Donc, on a 6 indicateurs. C'est principalement des ratios là, du type taux d'endettement, capacité d'autofinancement, contrôle des charges, ce genre d'indicateurs-là. Puis, on va également faire des budgets partiels pour être capable de déterminer si les essais qu'on fait à la ferme, bien, ils sont, pourraient mener à une rentabilité, là. Donc, dans le fond, mesurer les charges d'exploitation qui viennent avec la mise en place de l'essai, puis regarder là, le genre d'impact que ça a sur le rendement, puis sur la rentabilité globale. Peut-être un petit peu plus de précision sur la méthodologie pour ce qui est de la première phase de notre projet. Dans le fond, les études économiques pour faire un bon portrait de l'Abitibi-Témiscamingue, puis ensuite d'être capable d'aller se comparer avec les autres régions, on est allé chercher différentes données.
Les données proviennent principalement de la financière agricole, beaucoup de données issues là, des programmes d'assurance Agri puis ASREC. Ces données-là, ça peut être, par exemple, le nombre d'entreprises, ça peut être des superficies par culture, des rendements, des dates de semis, des choses comme ça. On est allé chercher aussi des données agro-météo. Donc, l'idée, c'est vraiment de comparer nos performances puis avec les autres régions, puis de tenter d'expliquer d'où proviennent les différences. À partir des différentes données recueillies, on a aussi été capable d'aller bâtir des entreprises types qui sont représentatives de nos entreprises ici en région. On est arrivé avec 4 modèles d'entreprises types. On a séparé la région en zones agroclimatiques. Donc, dans le fond, on a une région chaude là, qu'on appelle, qui est la région, mettons, le sud du Témiscamingue. Puis, on a la région froide, qui est le reste du territoire. Puis, dans chacune des zones, on a une entreprise qui est 100% végétale, puis on a une entreprise qui est végétale avec production animale. Chaque entreprise produit un panier de culture. Le panier de culture a été déterminé là, par rapport à ce qui était le plus populaire présentement, là, à partir des données qu'on avait. Puis, à partir des caractéristiques des entreprises types, puis des paniers de culture qui produisent, bon, on a modélisé les charges variables liées aux cultures, les charges fixes liées aux possessions. Puis, on est arrivé avec notre coût de production. Au départ, on le fait comme si nos entreprises, nos 4 entreprises étaient en production conventionnelle. Puis après ça, on les fait produire en production biologique là, pour être capable de comparer là, les différents modèles, puis de voir les différences là, au niveau de la production. Pour s'assurer que nos modèles tiennent la route puis que c'est assez fidèle là, à ce qu'on voit vraiment sur le territoire, nous aider à bonifier notre méthodologie puis valider nos résultats, bien, on fait appel à un comité économique. Sur notre comité, il y a quelqu'un au Centre d'études sur les coûts de production, un économiste. On a quelqu'un à la financière agricole sur le volet assurance. Quelqu'un également à la financière agricole, mais plus du côté du financement. On a quelqu'un au MAPAC, puis on a 4 producteurs agricoles, 4 producteurs biologiques, donc 2 au Témiscamingue, 1 en Abitibi-Ouest, puis 1 dans la vallée de l'Or. Donc voilà. Merci beaucoup, Stéphanie et Catherine. Alors, on a 2 questions dans le chat. La première, est-ce que ce sont toutes les fermes du réseau qui vont faire les mêmes essais? En fait, non. L'idéal, c'est chacune des entreprises, en fait, qui va choisir l'essai qui est le plus adapté pour son entreprise. C'est certain que vu qu'ils font partie d'une même cohorte, les thématiques au niveau des essais vont se ressembler. Puis c'est aussi certain que l'idéal serait que les entreprises répliquent des essais qui sont le plus similaires possible pour qu'on puisse en tirer des conclusion globale, mais le but de travailler en réseau puis de travailler avec les entreprises agricoles, c'est vraiment de pouvoir avoir des essais applicables à leurs entreprises, donc ils vont tous avoir certaines particularités propres à leurs entreprises. Merci beaucoup. Autre question. Est-ce qu'une ferme peut intégrer le réseau l'été prochain? Oui, c'est toujours possible. En fait, nous, on visait d'avoir 15 entreprises au départ. On a atteint cet objectif-là, mais on n'est pas fermé à intégrer d'autres entreprises dans le futur. Puis, ça se pourrait également qu'il y ait des entreprises qui quittent en cours de route. Là. C'est pas souhaitable, c'est pas ça. Mais ça peut toujours arriver, donc ça va être possible, là, oui, effectivement. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à une courte pause. Si ma mémoire est bonne, je regarde mon équipe, je pense que oui.
Alors, courte pause, plus ou moins 5 minutes, 5-6 minutes, le temps de peut-être aller vous faire un café, si vous êtes des buveurs de café d'après-midi. Et on vous revient très bientôt pour la deuxième partie. À tout de suite. Alors, rebonjour à toutes et à tous, rebonjour parmi nous. On va donc poursuivre notre webinaire de recherche en agriculture avec la présentation de Monsieur Ashref Medeb Slama, intitulé « Mode de paissance et choix des légumineuses pour la rénovation des pâturages ». Alors, Ashref est étudiant à la maîtrise sous la direction de Marie-Noëlle Tivierge, Agriculture Canada, et moi-même à l'UQAT. Alors, Ashref, à toi. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Ashref Medeb Slama, inscrit à la maîtrise de recherche en culture fourragère sous la direction de Vincent Poirier et co-direction de Marie-Noëlle Tivierge. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter mon projet de recherche qui porte sur l'effet du mode d'épaissance et les choix des légumineuses sur la rénovation des pâturages. Donc, pour introduire, la dégradation des pâturages engendre une réduction de la rentabilité des exploitations. Donc, la rénovation de ces pâturages dégradés à un coût raisonnable constitue certainement un défi pour les producteurs. Donc, notre objectif est d'étudier l'effet du choix des légumineuses et 4 modes de paissance sur la rénovation et la productivité d'un pâturage dégradé. Donc, pour atteindre cet objectif, nous avons installé notre essai à la ferme expérimentale à l'université du Guelph à Newler's Court, dans la province de l'Ontario, dans un pâturage de graminées composé de la fléole, de rail gras et de dactyle, selon un dispositif en tiroir comme vous voyez ici. Et puis, nous avons effectué un sursemis de 3 cultivars de luzerne tels que Spreader Cat, Truman et Caribou, et 3 cultivars de lotis corniculés comme Bruce, Acélangile et Lio. Nous avons appliqué 4 traitements de paissance tels que le chargement animal élevé avec 6 paires vaches-veaux qui occupent le parcelle pendant 2 jours, et chargement faible avec 3 paires vaches-veaux pendant 2 jours. Et vous avez ici mise en réserve la puissance automnale et la récolte mécanique. Pour l'échantillonnage et analyse, nous avons déterminé un ensemble de paramètres tels que la matière sèche, la composition botanique, la densité des légumineuses introduites et la valeur nutritive du fourrage. Ici, je vous présente le calendrier de défoliation dont nous avons appliqué 4 événements de défoliation pendant la première année de l'essai et que 2 événements de défoliation l'année suivante. Donc, avant l'installation de l'essai expérimental, nous avons appliqué une puissance de nettoyage, surtout le pâturage. Et après l'installation de l'essai expérimental, nous avons appliqué le deuxième événement de défoliation sur tous les traitements en déterminant tous les paramètres étudiés tels que la densité de légumineuses introduites, composition botanique, matière sèche et valeur nutritive du fourrage. Ici, vous avez le troisième événement de défoliation qui a été appliqué surtout les traitements avec des dates différentes en déterminant que la matière sèche et la valeur nutritive du fourrage.
Pour le quatrième événement de défoliation a été appliqué seulement pour les traitements à chargement avec chargement faible et élevé, en déterminant que la matière sèche est valeur nutritive du fourrage. Pour la deuxième année de l'essai, au début de juin, nous avons effectué une coupe de nettoyage sur tous les traitements. Et vers la fin de juin, nous avons effectué ou déterminé l'ensemble des paramètres étudiés, densité de légumineuses introduites, composition botanique, matière sèche et valeur nutritive du fourrage. Et nous avons eu comme résultat un effet du choix de légumineuses introduites. Comme vous voyez dans le graphe, après une saison de croissance, la contribution au rendement de deux espèces légumineuses était similaire pour tous les traitements, à l'exception de la puissance avec un taux de chargement faible, avec un pourcentage de 37% pour les lotiers et versus 7% pour la luzerne. Le cultivar Acélangile avait une densité plus élevée que le cultivar Bruce Elio et que tous les cultivars de luzerne. Sachant que le choix de la légumineuse n'a pas affecté les rendements en fourrage ni la valeur nutritive. Nous avons eu comme effet aussi du mode d'épaissance dans la puissance avec un taux de chargement élevé a permis d'atteindre le meilleur rendement cumulé en fourrage pour l'ensemble de la saison 2021, à l'égalité avec le taux de chargement faible et la récolte mécanique qui offrait le rendement annuel le plus faible. Pour le rendement en matière sèche pendant la deuxième année de l'essai, le chargement élevé présentait un rendement plus important. Pour la protéine brute en deuxième année de l'essai, le taux de chargement élevé a permis d'obtenir une teneur en protéines brutes plus élevée que les autres traitements de paissance. Pour conclure, le sursemis de légumineuses luzerne ou lotier sous paissance avec un taux de chargement élevé pourrait être une stratégie efficace afin de rétablir le vieux pâturage, et que le lotier pourrait toutefois présenter un avantage dans le cas de la paissance à taux de chargement faible, puisque sa contribution au rendement y était plus élevée que celle de la luzerne. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Ashref, pour la présentation. Alors, Ashref ne peut pas être avec nous pour la période de questions. Alors, je vais tenter au meilleur de moi-même de répondre à vos questions. Donc, allez-y avec vos nombreuses questions s'il y a lieu, et je tenterai d'y répondre. Merci, Vincent. On a déjà deux questions, en fait. La première question, on voulait savoir si tu pouvais répéter à quoi correspondent les taux de chargement élevés et les taux de chargement faibles en termes de charge animale. Oui, bien sûr. Alors, si ma mémoire est bonne, le taux de chargement élevé, c'est 6 paires de vaches-veaux durant 2 jours. Sur les parcelles, et le taux de chargement faible, c'est 3 paires de vaches-veaux durant 3 jours. Oui, je pense que c'est ça, oui. Parfait, merci beaucoup. On a une autre question. En fait, à la lumière des résultats obtenus, qu'est-ce qui pourrait expliquer que la densité de la luzerne est plus faible que celle du lotier pour l'année 2022? Oui, ça, c'est une bonne question, puis c'est une interrogation qu'on a à l'heure actuelle, mais une piste, on pense que ça pourrait être lié au pH du sol. Donc, le pH du sol sur le site est aux alentours de 5,5.
alors qu'habituellement, on cible un pH plutôt de 6,5 là, pour la luzerne. Donc, c'est une des possibilités là, pour expliquer les résultats qu'on a obtenus. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Parfait. Donc, on enchaîne dans ce cas-là s'il n'y a pas d'autres questions. On est maintenant rendu à notre 5e présentation. Alors, le titre de la prochaine présentation est « Initiative de recherche en production bovine éco-responsable en Abitibi-Témiscamingue ». Et cette présentation va vous être livrée par Simon Lafontaine. Il est agent de recherche en production bovine éco-responsable dans l'équipe à l'UQAT. Et Frédéric Lavallée, qui est étudiante au doctorat en sylvopastoralisme sous ma direction, ainsi que Annie Desrochers et David Rivet de l'UQO et Dominique Gravel. Donc, une grande équipe autour de Frédéric. Donc, voici à vous. Bonjour, mon nom est Simon Lafontaine, agent de recherche en production bovine éco-responsable, et aujourd'hui, je vais vous parler des initiatives justement en production bovine à l'UQAT. Le premier projet est InnoBœuf, qui a été initié à l'automne 2022, qui vise à faire le portrait des enjeux de développement de la production bovine en Abitibi-Témiscamingue. Simplement pour se situer dans un contexte un peu plus large, l'agriculture représente 9,6% des émissions de gaz à effet de serre de la province. De ces émissions-là, le 2/3 peuvent être directement attribués à des activités d'élevage. Cependant, dû aux contraintes, notamment aux contraintes agronomiques en milieu nordique, la production bovine et les activités d'élevage en général représentent une partie significative de l'activité agricole de l'Abitibi-Témiscamingue. En effet, la production bovine génère 31 millions de dollars en revenus annuels, ce qui la situe juste derrière la production laitière. La production bovine, c'est un très grand nombre d'entreprises, 37% du total. Et une des particularités de ces entreprises-là, c'est qu'il y en a bon nombre qui soutiennent des familles. Donc, les producteurs vivent uniquement de l'élevage bovin, ce qui est une particularité de la région. Ça nous amène à la conclusion de dire qu'il faut produire autrement pour répondre aux enjeux environnementaux, mais aussi d'autres enjeux, notamment de bien-être animal. C'est pour ça que l'URDAT s'est mis un axe de recherche en production bovine éco-responsable. Mais avant de passer à l'action, ça nous prend un état de la situation, car il y a peu ou pas de données récentes propres à la région qui nous permettraient de voir les opportunités, les défis et de prioriser les actions. C'est dans ce but-là que le projet InnoBœuf a été mis en place. On a débuté par un sondage aux producteurs qui est toujours en cours, ainsi que des entrevues avec les intervenants de la filière. Le but, c'est de dresser le profil des entrepreneurs, tant au niveau social, entrepreneurial, que leur tendance en innovation, pour mieux voir la sensibilité par rapport aux enjeux environnementaux et au bien-être animal des producteurs. Puis, dans un deuxième temps, d'une façon un peu plus classique, là, on veut voir au niveau technico-économique où en sont rendues les entreprises. On va chercher à voir les superficies en culture, la proximité des milieux boisés ou à forte biodiversité. On cherche aussi à savoir les stratégies d'alimentation utilisées par les entreprises. Principalement, on s'intéresse aux entreprises vache-veau. On veut aussi voir les pratiques agro-environnementales déjà en place et celles en cours d'adoption. Et finalement, on demande aux producteurs les enjeux de développement pour leurs entreprises, mais aussi aux intervenants, on demande les enjeux de développement qu'ils perçoivent pour la filière. Tout ça dans le but de monter une programmation de recherche. Je vais maintenant passer la parole à Frédéric pour le deuxième projet. Merci Simon. Donc, je me présente à mon tour, Frédéric Lavallée, nouvellement étudiante au doctorat, mais aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de maîtrise qui s'intitule « L'agroforesterie et la gestion de paissance intensive en rotation pour maximiser le stockage de carbone dans les élevages », qui a été fait sous la co-direction de Vincent Poirier, David Rivet et Annie Desrochers. Donc, tel que Simon l'a présenté au début de la présentation, oui, les élevages animaux sont responsables d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, les entreprises agricoles ont le potentiel d'être une solution au changement climatique si on développe des solutions. Donc, l'objectif principal du projet
est de développer des pratiques agronomiques innovantes. Dans le cas du projet, on parle de l'agroforesterie et de la gestion intensive en rotation des bovins pour augmenter le stockage de carbone et ainsi compenser les gaz à effet de serre qui sont émis par les activités d'exploitation de l'entreprise bovine. Donc, la première pratique qu'on a décidé de mettre de l'avant, c'est l'agroforesterie. Plus précisément, dans le cas du projet, on parle de sylvopastoralisme qui consiste à intégrer les arbres et la production animale au sein d'un même système. Donc, c'est non seulement prometteur pour l'adaptation, mais aussi pour la lutte au changement climatique. Non seulement la fertilité et la productivité du système est améliorée, les racines des arbres peuvent agir à titre de pompe de nutriments, puis aller chercher, limiter le lessivage dans l'environnement, puis aller chercher des nutriments qui peuvent être utiles au fourrage. Ça abrite également beaucoup de biodiversité grâce aux arbres, encore une fois, qui peuvent servir d'abri à plusieurs petits animaux ou insectes. Il y a aussi... ça permet de la création d'un microclimat, donc ça fait en sorte que le système est plus résilient face aux conditions changeantes. Ça permet aussi une diversification du revenu pour les agriculteurs qui peuvent, par exemple, produire des petits fruits ou bien récolter le bois une fois que les arbres sont à maturité. Et c'est également un avantage pour le bien-être animal, notamment grâce à l'effet brise-vent qui est procuré grâce aux arbres et aussi à l'ombre qui peut être créée par temps chaud. La seconde pratique qu'on met de l'avant, c'est la gestion adaptative multiparcelle ou la gestion intensive en rotation, qui est une paissance qui est gérée en fonction de la quantité d'herbe au champ et de la densité du troupeau animal grâce à une sous-division du pâturage. Donc, au lieu de laisser les animaux dans une grande parcelle pendant une grande période de temps, on sous-divise cette grande parcelle-là en plusieurs petites parcelles grâce à des clôtures mobiles, puis on avance les animaux chaque jour de parcelle en parcelle. Ça fait en sorte que la période de repos entre les paissances est plus grande. Donc, ça fait aussi en sorte que les résidus végétaux laissés au champ sont plus nombreux, étant donné que les animaux vont brouter à une hauteur qui est plus élevée que s'ils sont longtemps dans une même parcelle. On peut penser que normalement, grâce au temps de repos qui est plus long, les plantes peuvent investir plus d'énergie dans leur croissance, autant au niveau biomasse aérienne que racinaire, au lieu de seulement essayer de survivre. Et ça évite aussi la compaction, puisque les animaux restent moins longtemps à la même place. Donc, dans le cadre du projet, on cherche à comparer deux scénarios. Le scénario 1, qui est notre système de référence, qui est représentatif des élevages bovins en région, où la paissance est conduite en continu, donc les animaux restent environ entre 7 et 10 jours dans une même grande parcelle, et où on ne retrouve pas de haies agroforestières. On le compare à notre scénario 2, qui est dit scénario amélioré, qui est conduit en paissance en rotation intensive, donc on déplace les animaux de parcelle en parcelle à chaque jour, et ces parcelles-là sont bordées par 2 haies agroforestières. Donc, je vous présente ici une photo du dispositif tout de suite après son implantation au printemps 2020. Il fait un total de 30 hectares, puis donc c'est ça à quoi ça ressemblait quand on venait juste de planter les arbres. Donc, tel que mentionné, le dispositif comprend 2 traitements, donc le traitement de référence et le traitement amélioré. Et chaque traitement est répété 4 fois. Donc, le dispositif contient 4 blocs. Donc, si on regarde par exemple le bloc 1 au bas de l'image, on voit que d'un côté, on a le scénario amélioré où on a des sous-divisions, puis on voit en couleur les haies d'arbres. Puis de l'autre côté, on a la grande parcelle qui est le scénario de référence où les animaux sont dans une grande parcelle et où il n'y a pas de haies d'arbres. Donc, on a procédé à l'échantillonnage initialement pour prendre des mesures de référence, puis après 2 saisons de croissance pour voir s'il y avait des résultats à observer à court terme. On est allé échantillonner le sol et les racines à une profondeur de 60 cm, puis on a par la suite séparé le sol des racines pour vraiment aller faire des analyses séparément.
Donc, je vous présente quelques résultats préliminaires. Premièrement, au niveau de la biomasse racinaire, c'était intéressant de voir qu'il n'y a pas de différence significative entre le scénario amélioré, donc où on est conduit en gestion adaptative multiparcelle, où on avançait les animaux chaque jour, et le scénario de référence qui est en orange. Par contre, on peut croire qu'il n'y a pas de différence significative, mais on peut croire qu'il commence à se tracer une tendance. En vert, ici, on est allé voir de manière distincte qu'est-ce qui se passe seulement dans les haies agroforestières. Puis, on peut voir que dans la première profondeur, donc 0,10 cm, il y a moins de biomasse racinaire dans les haies que dans le traitement scénario amélioré. Par contre, dans la profondeur 10 à 20 cm, la tendance s'inverse. On voit qu'il y a plus de biomasse racinaire dans les haies agroforestières que dans les pâturages, dans les deux traitements de pâturage. Donc, on peut voir que déjà, à 20 cm, il commence à avoir, à 10 à 20 cm, il y a plus de racines d'arbres. En ce qui concerne la chimie des racines, je vous présente ici la concentration en carbone racinaire. C'est intéressant de voir que la composition des racines dans les haies agroforestières est différente de celle dans les pâturages. Puis ça, on peut l'observer principalement dans la profondeur 0,10 puis dans la profondeur 20-40. Dans la profondeur 10 à 20, il y a une différence seulement avec le scénario de référence où les animaux n'étaient pas avancés. Puis par contre, encore une fois, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence encore à court terme entre les deux scénarios de paissance, le scénario amélioré et le scénario de référence. Donc, comme je viens de le mentionner, à court terme, on n'observe aucune différence qui est significative entre les différents traitements de paissance. Par contre, on peut déjà voir qu'il y a une différence observée dans les racines, dans la quantité de racines et la composition des racines dans les haies agroforestières. Donc, en surface, on peut penser que probablement que les haies agroforestières, en raison du travail de sol qui a été fait, la végétation des plantes fourragères a été détruite initialement, mais on peut penser que quand elle va s'être régénérée, il va y avoir un retour à l'équilibre. Puis peut-être qu'en surface, la biomasse racinaire va augmenter dans quelques années. Puis on peut déjà observer que les racines des haies sont enrichies en carbone et en azote comparativement à celles qui sont dans les parcelles de pâturage. Puis ça, on a vu que ça pouvait s'exprimer de manière plus ou moins importante selon la profondeur, mais aussi selon les fractions racinaires. Donc, on a selon les racines très fines et les racines moins fines. Donc, il y a plusieurs autres analyses à venir. Je vous ai seulement présenté rapidement quelques résultats préliminaires. Également, comme je l'ai mentionné au début de ma présentation, mon doctorat vient de débuter, puis on vient ajouter tout le volet biodiversité qu'on veut aller mesurer, quelle biodiversité peut être apportée par un système complexe comme ça. C'est un projet qui se veut être à long terme, donc c'est sûr à court terme, on n'observe pas encore beaucoup de résultats, mais on espère que ça va se poursuivre dans le temps puis qu'on va pouvoir continuer à faire toutes sortes de projets avec ce dispositif-là, surtout avec la croissance des arbres qui va être intéressante à observer dans les prochaines années. Et je suis très reconnaissante de pouvoir effectuer des recherches dans un cadre d'exploitation réelle avec des animaux, puis sur une ferme. C'est vraiment... ça fait en sorte que le projet est d'autant plus intéressant. Donc, j'aimerais remercier tous les partenaires du projet. On va être maintenant prêt pour vos questions. Merci beaucoup, Simon et Frédéric, pour la présentation. Je me tourne maintenant vers Stéphanie pour les questions. Oui, on a une première question. Je crois qu'elle s'adresse à Frédéric. En fait, c'est une question suivie d'une sous-question. La question étant, dans le cas de l'élevage bovin, quel ratio de gaz à effet de serre pourrait être théoriquement stocké dans le sol et est-ce que cette capacité de stockage du sol pourrait diminuer avec le temps?
Alors, Frédéric, je t'invite ou Simon là, à prendre la parole. C'est une bonne question. Au niveau de la quantité théorique, il faudrait, vite comme ça, je ne pourrais pas donner de réponse. Il faudrait que je refouille dans les demandes de subvention qu'on a fait. Là. Je sais qu'on avait trouvé des données puis qu'on a des sources pour ça, puis je pourrais les fournir peut-être si je retourne fouiller. Puis oui, c'est une bonne question. Si le taux de stockage pourrait diminuer avec le temps, ben, ça, c'est une question où c'est sûr qu'à un certain point, le système arrive à un équilibre puis que la capacité de stockage de carbone n'est pas infinie. Par contre, c'est pour ça qu'on a décidé d'ajouter des haies d'arbres dans le système. C'est pour essayer d'amener un petit débalancement. Peut-être que si le système était rendu à un équilibre, ben, en ajoutant des arbres, on espère que ça va pouvoir continuer à stocker du carbone pendant les prochaines années. Donc, on ne sait pas ça va être quoi la tendance, mais on espère qu'on va pouvoir continuer à stocker du carbone à moyen terme. Réponse. J'aurais une deuxième question pour toi, qui est, selon toi, est-ce que l'implantation de haies agroforestières réduit la production de fourrage? Ben, là, c'est sûr que pour l'instant, si on parle dans le cadre du dispositif expérimental, les arbres sont vraiment petits. Donc, pour l'instant, je dirais non. Puis, de ce que j'ai lu dans la littérature, normalement, il peut y avoir une petite perte de rendement à une certaine distance des arbres au niveau des fourrages. Par contre, il peut aussi avoir une amélioration des rendements, c'est surtout quand les conditions sont changeantes. Puis cette amélioration des rendements-là dans les fourrages, c'est surtout expliqué d'habitude par le couvert de neige qui est mieux retenu l'hiver. Donc, qui permet de mieux protéger puis de favoriser la survie des espèces fourragères qui sont plus sensibles au gel. Donc, ça peut permettre une meilleure persistance. Puis, normalement, la perte en fourrage n'est pas significative. C'est vraiment une petite fraction qui est perdue. Puis, c'est ça. D'habitude, dans la littérature, ça ne fait pas beaucoup perdre de rendement. Parfait. Merci beaucoup. On aurait une dernière question pour Simon. La question étant, est-ce que les résultats du sondage vont être rendus disponibles pour le public? Désolé, petit problème de caméra. Oui, en ce moment, il y aura la production d'un rapport. Les résultats du sondage sont... Les données sont collectées de façon anonyme dès le tout début. Puis il y aura l'agrégation des données puis leur interprétation là, qui sera rendue disponible. D'ailleurs, c'est prévu qu'il y aura présentation là, des résultats de ce sondage-là lors du prochaine édition de ce webinaire. Je ne veux pas voler le punch, mais donc oui, c'est juste... il faudra seulement être patient de ce côté-là. Bien, merci Simon et Frédéric pour vos réponses. Il n'y a plus d'autres questions dans le chat. Merci beaucoup. Bien noté, Simon, pour ta participation au prochain webinaire. Donc, je vais maintenant passer la parole à M. Louis Imbeau, qui est doyen à la recherche et à la création, pour le mot de la fin. Louis, à toi. Oui, bonjour à tous. J'écoutais le mot d'ouverture de notre vice-rectrice et je me disais, le bon côté d'être doyen, c'est que je n'ai pas un horaire encore aussi chargé et ça m'a donc permis d'assister en partie, à tout le moins, à votre webinaire aujourd'hui. Alors, je peux vraiment vous dire, wow, donc quel webinaire enrichissant on a eu cet après-midi et j'espère que ça vous sera profitable dans le cadre de vos activités. Les projets qui ont été présentés aujourd'hui sont extrêmement porteurs pour les agricultrices et agriculteurs d'ici en région et bien sûr d'ailleurs. Comme vous l'avez sans doute constaté, au centre de l'UQAP au Témiscamingue, qui est, là, je le rappelle, situé à Notre-Dame-du-Nord depuis déjà plusieurs années, soit ça nous remonte à 2011. Donc, l'équipe de l'unité de recherche et de développement en agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue contribue à favoriser le développement rural du Québec
en accroissant le savoir et le savoir-faire en production animale et végétale. Ainsi, l'UQAT est vraiment fier de contribuer à l'avancement scientifique en agriculture parce qu'on y croit vraiment pour le développement de notre région et surtout de compter sur une équipe chevronnée qui s'implique activement au développement de projets dans ce domaine-là pour notre région et bien sûr au-delà de la région. D'ailleurs, depuis les 5 dernières années, près de 70 projets de recherche ont été réalisés ou sont toujours en cours de réalisation au Témiscamingue seulement. Et j'aimerais me permettre d'ajouter à l'équipe, imaginez tout ce que ce sera bientôt, si comme prévu, on arrive à mettre en œuvre tous les volets de notre plan de développement auquel j'ai eu le plaisir de participer avec vous au cours de la dernière année. J'aimerais en terminant souligner la création de la filière spécialisée en grande culture biologique qui vous a été présentée un peu plus tôt en après-midi. La production biologique représente une réponse globale à plusieurs enjeux contemporains. Compte tenu des terres disponibles, de la fertilité des sols et de leur faible coût en comparaison aux autres régions du Québec, l'agriculture biologique est un créneau à fort potentiel de développement économique pour la région. Le développement des connaissances et l'introduction de pratiques de pointe dans ce secteur permettront à la région d'innover et de contribuer de façon importante au développement économique régional. L'agriculture biologique fait également partie des cibles inscrites dans la politique bioalimentaire de 2020-2025 du gouvernement provincial. L'un des objectifs fixés consiste d'ailleurs à doubler la superficie en production biologique au Québec et l'UQAT entend bien y contribuer de façon notable. Ce virage vers la production biologique comporte bien sûr des défis pour les entreprises agricoles de chez nous qui sont intéressées à le faire. L'UQAT veut donc véritablement être en action avec vous afin de vous accompagner dans cette nouvelle avenue stimulante et prometteuse. Alors, je vous remercie vraiment pour votre participation aujourd'hui. Ça démontre votre intérêt et je vous invite à communiquer avec l'équipe du Centre de l'UQAT au Témiscamingue pour tous vos projets. Ils sauront vous accompagner et vous guider. Merci à l'équipe du Centre et à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans le webinaire. Votre contribution est vraiment précieuse. Et moi aussi, j'ai hâte de voir l'année prochaine. Peut-être que ce sera non seulement une demi-journée, mais peut-être une journée. Alors, ça me fait plaisir d'y assister encore une fois. Donc, bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup, Louis, pour tes bons mots. Je profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont rendu ça possible. Merci à l'équipe technique pour la réalisation aujourd'hui, puis les préparatifs en amont. Merci à mon équipe administrative et scientifique. Et je vous dis à l'année prochaine, donc un rendez-vous. Merci encore.